Bonjour, 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 bon matin à tous et bienvenue à cette édition du webinaire de C2ITSM. Ce mois-ci, on va parler d'optimiser vos services avec un catalogue adapté à chaque département. Donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est on va vraiment passer le temps à vous montrer qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore dans ces deux par rapport à tout ce que ça peut faire au sein de votre entreprise. Bien sûr, vous le savez, ça sert aux TI. Mais qu'est-ce qu'on peut aller faire à l'extérieur des TI? Puis comment vous pouvez vraiment utiliser ces deux à toutes ces saveurs pour en gagner le plus en productivité au sein de votre entreprise? Donc, Martine, qui est avec moi aujourd'hui, va nous parler de ça, va nous parler un peu des bonnes pratiques du catalogue de services, juste pour mettre tout le monde un peu au même niveau. Puis ensuite, on va passer en démo, on va parler vraiment de beaucoup de départements. Aujourd'hui, Martine nous a préparé plein de types de demandes différentes pour vous montrer le paysage complet de ce que vous pouvez faire dans ces deux, dans le fond, pour aligner vos équipes ensemble, puis aligner vos processus ensemble aussi. Donc, aujourd'hui, on va passer par un petit exemple en slide. Ensuite, on va parler des avantages un petit peu, puis on va aller rapidement en démo où Martine va vraiment être à l'intérieur de ces deux, puis va vous montrer différents départements, à quoi ça peut ressembler. Un petit arrêt aujourd'hui, juste pour dire qu'on ne parlera pas tant de ressources humaines. On a une vidéo complète où Martine a fait le tour de différentes demandes. Je vais le mettre dans le chat aussitôt que j'arrête de parler, finalement. Et vous allez pouvoir regarder la vidéo des RH un peu à votre temps, comme vous le voulez. C'est un de nos webinaires c'est une démo qu'on a faite qui était très, très populaire aussi. Super. Donc là-dessus, c'est déjà mon tour de passer le micro à Martine et je me retire et on se voit plus tard tantôt. Donc, bon webinaire et merci, Martine. Merci, Maude. Bon, bonjour tout le monde. Merci encore une fois d'être si nombreux à nos webinaires et à nos présentations. On a décidé de faire un webinaire un peu différent aujourd'hui parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus d'intérêt dans vos organisations à utiliser ces deux à l'extérieur des TI. Donc, on s'est dit pourquoi pas en profiter puis faire quelques exemples de, oui, ce qui pourrait être intéressant puis aider différents départements dans vos organisations. Donc, un peu comme Maude le dit, on va couvrir un peu, j'ai préparé quand même plusieurs départements. Naturellement, ben, plusieurs départements fait en sorte que je ne peux pas aller dans le micro-détail de chacun de vos départements. L'idée est un peu de vous amener ailleurs, en fait. Mon objectif, c'était vraiment de vous amener ailleurs sur des demandes peut-être qui sont moins évidentes, qui pourraient être intéressantes d'avoir dans ces deux. Donc, et si jamais vous avez un intérêt pour votre département, ben, n'hésitez pas sur notre page Internet. Vous avez un bouton, vous pouvez cliquer pour obtenir une démo. Puis ça va nous faire plaisir de vous faire une démo juste pour vous, répondre à vos questions vraiment propres à votre équipe pour voir vraiment, est-ce que ça peut s'appliquer ou pas, puis jusqu'où vous pourriez aller avec ces deux à l'intérieur de vos différents départements. Donc, grosso modo, comment que ça fonctionne, en fait, c'est que ceux qui ont implémenté ces deux, vous le savez, on fonctionne avec un catalogue de services. Fait que vous avez déjà en place un catalogue de services qui est souvent plus TI parce que c'est souvent par là que ces deux rentrent. Mais chaque département a bâti son propre catalogue. Donc, c'est les mêmes bonnes pratiques qu'on mentionne. Qu'est-ce qui est important d'avoir dans un catalogue? Donc, on vous a donné un exemple ici des différents catalogues qu'on peut avoir. Donc, on le mentionne en service d'affaires. Ça peut être des catégories, ça peut être des catalogues, etc. Je vais vous le montrer tantôt. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, ressources humaines? Ben, on pourrait faire une demande de congé. Les services légaux, revue d'un contrat à venir. Ça pourrait être faire valider une lettre légale qu'on veut envoyer ou un contrat ou
Si on veut mettre fin à un contrat, ben, c'est quoi les termes qui étaient dans nos contrats, etc. Les finances, ben, ça peut être des rapports financiers, ça peut être des demandes de budget, ça peut être n'importe quoi que vous avez besoin. L'approvisionnement, ben, naturellement, les approvisionnements habituellement font les achats. Donc, ça peut être des achats de mobilier de bureau, ça peut être des achats d'équipement, ça peut être des achats de n'importe quel besoin que vous avez à l'interne. Et ben, le service informatique qu'on a déjà dans la majorité des établissements. Donc, on le sépare par catalogue. Lorsque votre employé ou votre client, ça peut être des clients externes aussi, donc il va accéder au portail. Il va avoir un choix de catalogue à faire. C'est sûr qu'on peut le regrouper en plus grands sujets et après ça, utiliser les catégories, mais sachez que c'est des catalogues qui sont séparés pour, naturellement, vous le savez, les bonnes pratiques pour avoir un bon catalogue de services, c'est de s'assurer que ça parle à l'utilisateur que vous voulez qu'il aille sur le portail. Donc, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit simple à retrouver. Fait que c'est comme ça un peu qu'on va séparer vos différents départements. Donc, des exemples de catalogues, je vous l'ai dit à très, très haut niveau, mais par exemple, ressources informatiques, on a tout ce qui est équipement informatique, accès à applications, réseau. Ce qui est important aussi de savoir, c'est pas parce que c'est des catalogues séparés qu'ils ne peuvent pas avoir un lien entre les différentes demandes. Donc, par exemple, on parle d'équipement informatique. Oui, l'informatique a besoin de 150 nouveaux ordinateurs. Qui va finir par faire l'achat? Ça se peut que ça soit les approvisionnements et ça se peut aussi qu'il y ait une demande de budgets spéciaux qui va passer par l'équipe des finances pour faire autoriser le budget et qu'après ça, on transfère aux approvisionnements. Donc, ça fait un chemin à l'intérieur des différentes équipes. Mais la porte d'entrée pourrait être, c'est toujours où est-ce que logiquement je vais trouver ma demande. Donc, on l'a mis ici dans cet exemple-là. Au niveau des ressources humaines, bien, on parle de tout ce qui est dotation. Ça pourrait être de l'affichage de postes, ça pourrait être de postuler aussi des gens qui veulent postuler ou, voyons, une offre d'emploi spontanée qu'on appelle. Là. Donc, vous recevez des CV, ben, ça pourrait être aussi à l'intérieur de votre C2. Tout ce qui est demande d'absence, les congés de maternité, les demandes de congés sans solde, etc. Les retraites, donc je veux annoncer ma retraite. Est-ce que je pars en pré-retraite avant? Puis tout ça, selon les règles que vous avez en place, souvent c'est des conventions collectives, donc on va pouvoir aussi encadrer ça. Et les déclarations d'accident de travail que je vais vous montrer en passant. La demande d'embauche, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je vais vous montrer quand même deux exemples de demandes au niveau des ressources humaines. La demande d'embauche, j'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé quand même souvent. La majorité d'entre vous, vous avez déjà discuté ou mis en place des demandes d'embauche, de mouvement et de départ parce qu'il y a un lien important avec l'informatique pour les équipements, les accès, etc. Puis on veut que notre employé arrive et que tout soit prêt. Les ressources matérielles, donc tout ce qui est de l'équipement, du nouvel équipement, des portes d'entrée, des caméras de sécurité. Ça peut être aussi quand vous faites des achats regroupés, des appels d'offres, etc. Les finances, je l'ai dit tantôt, fait que les rapports, les approbations de budget, les paiements de factures et j'en passe. L'organisation scolaire, on va passer par-dessus. Le portail externe, juste avant de vous parler du portail externe, je vais vous le montrer aussi tantôt. Les approvisionnements, j'ai donné plusieurs exemples tantôt. Le portail externe, c'est quand on veut permettre à nos citoyens ou à nos parents ou n'importe quelle personne à l'extérieur de notre organisation de venir nous soumettre des billets. Tantôt, quand j'ai parlé de la dotation, c'est aussi sur le portail externe qu'on va le mettre en place, mais ça pourrait être, par exemple, du transport scolaire, des bulletins, ça pourrait être des plaintes au niveau des villes, ça peut être des demandes de citoyens pour les travaux publics, pour les loisirs, pour n'importe quoi les questions aussi, je veux inscrire mon enfant au camp de jour, donc
on ouvre, dans le fond, nos demandes à l'externe pour soit les citoyens, les parents ou peu importe nos clients externes. Et là, on arrive un peu plus, dans le fond, à un niveau plus petit. Donc, on est plus au niveau des ressources matérielles. Fait que là, c'est d'autres exemples de services à l'intérieur de nos ressources matérielles. Fait que, par exemple, tout ce qui est des problèmes, des achats ou des problèmes reliés à une bâtisse. Donc, les avantages, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais c'est sûr qu'on peut interchanger des demandes ou des tâches à l'intérieur des différents départements. Donc, on peut avoir un billet maître qui va envoyer aux différents départements ou se déplacer aussi des différents départements pour faire le lien. Vous savez, vous travaillez en collaboration avec plusieurs départements. Donc, c'est un des grands avantages d'utiliser ces deux dans plusieurs départements, c'est qu'on n'arrive pas un moment donné à une limite, c'est qu'on permet de faire voyager ou de faire vivre notre billet ou nos tâches, s'assurer que tout le monde fait la partie qu'il a à faire à l'intérieur de la demande. Plus facile pour vos utilisateurs de trouver la bonne demande. Naturellement, un bon portail, c'est ce que ça permet. Une seule porte d'entrée aussi pour vos employés, ça l'aide aussi à avoir des demandes qui sont à la bonne place, éviter des téléphones parce que là, ils ne savent plus trop dans quel système leur entrer. J'envoie-tu un courriel, je vois-tu au portail, etc. Quand on regroupe tout à l'intérieur du portail, bien, c'est plus facile pour tout le monde aussi de déposer des billets. La lecture du catalogue décrit bien les services offerts. Donc, ça, c'est au niveau des bonnes pratiques. Améliorer l'image de marque, votre image de marque auprès de vos employés ou auprès de vos clients. Le client revient au catalogue car il sait qu'il va trouver ce qu'il cherche. C'est aussi, d'où l'importance d'avoir un catalogue qui est très bien structuré et qui parle le langage commun des gens qui vous placent des billets. C'est quoi les avantages d'utiliser ces deux pour votre département? Donc, améliorer le travail interéquipe, je l'ai mentionné. Meilleur suivi des demandes. Naturellement, quand on reçoit des demandes par courriel, c'est plus difficile à un moment donné de faire un suivi, d'avoir des rappels. Mon Dieu, j'ai-tu répondu, etc. Donc, le meilleur suivi des demandes. Et pour vous et pour le client qui place la demande aussi, parce que lui, il va pouvoir avoir accès à ces demandes, de voir un peu l'étape où est-ce qu'ils sont rendus. Des processus plus clairs et plus simples à suivre, puisque les processus, on les encadre à l'intérieur de vos demandes dans ces deux. Les meilleures efficacités pour traiter les demandes, puisque naturellement, si j'envoie un courriel, ben, je peux vous mettre 2 phrases. Mais si j'ai une demande qui est bien structurée avec des champs obligatoires et que je m'assure que les clients, lorsqu'ils vont compléter la demande, on a toutes les informations, ben après ça, quand vous recevez, vous, la demande, ben vous avez déjà toutes les informations qui sont nécessaires. Je l'ai mentionné, les employés peuvent voir et naturellement, vous pouvez sortir des statistiques avec l'outil de rapport ou Power BI qui va être branché sur votre base de données de Data Warehouse que vous avez tous accès. Donc, comment ces deux répondent-ils à vos besoins globaux? Fait que la gestion des actifs, on l'a mentionné. Je ne l'ai pas mentionné cette fois-ci. On l'a mentionné on a fait plusieurs webinaires au niveau de la CMDB, de la gestion des actifs. La gestion des actifs, c'est sûr qu'elle va avoir une très, très grosse part, par exemple, au niveau de l'informatique et des ressources matérielles. On exploite beaucoup la gestion des actifs au niveau de la CMDB, mais sachez que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des formulaires, ça peut être n'importe quelle information que vous avez besoin d'avoir. Ça peut être vos syndicats, je vais vous le montrer tantôt. Vos syndicats, c'est qui le responsable, c'est qui le président du syndicat, etc., pour être capable de transférer des informations et mettre vos conventions collectives directement à l'intérieur de votre CMDB. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. La CMDB, qui est la gestion des actifs, là, on va l'exploiter dès qu'on veut avoir quelque chose qu'on veut aller plus loin dans nos processus, plus loin on peut créer des billets, etc., avoir plus d'informations aussi.
Donc, on l'exploite à plein de sauces et c'est pas juste des actifs informatiques ou du matériel qu'on va mettre à l'intérieur de ça. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore regardé, il y a plusieurs, comme je vous dis, webinaires qu'on a traités de ça. Donc, améliorer la communication interne, l'ajout d'employés, c'est surtout au niveau des demandes d'arrivée, le matériel des employés, la gestion des plaintes, les travaux publics en exemple pour les villes et la gestion des griefs. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu des demandes dans différents départements, mais j'ai quand même préparé la gestion des plaintes et la gestion des griefs aussi en exemple. Vous avez été plusieurs en passant à mentionner que les parties que vous aimiez le plus, ce n'est pas notre théorie qu'on vous fait blabla, mais c'est quand on est dans l'outil. Donc, allons dans l'outil, je vous ai préparé plusieurs exemples. Donc, le portail client, c'est oui ou est-ce que vous avez déjà présentement le portail qui est séparé comme catalogue en catalogue, comme je vous ai montré. Fait que si, par exemple, je viens ici, on a les ressources informatiques qui est toutes les TI présentement et on a toutes les demandes. Là, j'ai mis parents, ça pourrait être citoyen. Là, en fait, c'est les demandes externes. Donc, nos demandes anonymes. Vous êtes quand même plusieurs à utiliser les demandes présentement. On peut encore plus l'exploiter. Je vous ai donné des exemples tantôt, donc tout ce qui est transport scolaire. Ça peut être des plaintes aussi de citoyens, ça peut être ou de parents, etc. Donc, on met un catalogue à part pour donner accès uniquement qu'à nos demandes externes. Naturellement, les demandes externes, comme ce n'est pas un client dans ces deux, je dois encadrer ma demande pour avoir le nom de la personne, son adresse courriel, ses contacts, que je n'ai pas besoin d'avoir quand on est plus au niveau des employés ou des clients internes. Donc, aujourd'hui, on va regarder un peu plus tout ce qui est administration. Fait que je suis ici au niveau catalogue. Comme je vous disais tantôt, je pourrais avoir dans mes catalogues déjà ce que je vais vous montrer ici. Moi, je l'ai mis en catégorie. Pourquoi? C'est parce que quand je vous le présente, ça m'évite de revenir au catalogue, de revenir, etc. C'est une meilleure fluidité pour la démo, mais sachez que vous pourriez avoir vos catalogues, par exemple, opérations illégales, ressources humaines, etc. Donc, à un niveau plus haut, à l'intérieur de ça, différentes catégories. Dans chaque catégorie, on a des services et après ça, les demandes. Mais moi, je l'ai mis au niveau des catégories et ça peut très bien vivre aussi au niveau des catégories en passant. Donc, si on regarde, par exemple, opération illégale, on a gestion de projet, nous, dans nos exemples, vente et affaires juridiques internes. Soit dit en passant, c'est des exemples. Hein. Des fois, on n'a pas exactement les mêmes termes que vous allez avoir. Ne nous lancez pas de tomates. C'est vraiment juste pour vous montrer ce qui est possible. Ressources humaines, donc vous voyez au niveau des ressources humaines, j'ai plusieurs services. Donc, j'ai ma retraite, tout ce qui touche mes employés, la dotation, mes stagiaires, la paye, tous les documents. Donc, l'attestation, la reconnaissance des acquis, etc., tous les documents que je peux avoir besoin, les confirmations d'emploi, etc., les assurances collectives, les congés et absences et les accidents de travail. Fait que si on fort un peu plus dans deux, au niveau, par exemple, des assurances collectives, vous voyez, j'ouvre directement ma demande parce que je n'ai pas d'autre choix à faire. Fait que j'ai mes niveaux, ces catégories, services, demandes. Si j'ai pas, là, j'étais dans le service, si j'ai juste une seule demande, il va ouvrir directement ma demande. Si j'avais un choix à faire, il m'offrirait le choix. Et ça, c'est vrai pour chacun des niveaux, soit dit en passant. Donc, dans cet exemple-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur permet de sélectionner un syndicat et lorsque je sélectionne le bon syndicat, ça vient chercher directement le bon formulaire de changement d'assurance par rapport à mon syndicat. Donc, ce qu'il peut faire, bien, en fait, ce qu'on va inviter l'employé à faire, c'est qu'il va venir compléter son document et pour pouvoir soumettre son billet, il doit venir joindre le formulaire complété qui est un champ obligatoire. Donc, vous assurez, ça évite d'avoir une demande. Ah, je voudrais changer mes assurances. Pouvez-vous m'envoyer le formulaire? Et là, vous envoyez le formulaire, il remplit, il vous le retourne. Déjà, d'emblée,
vous avez déjà le bon formulaire selon son syndicat et il va pouvoir vous le joindre directement à la demande. Donc, ça, c'est un exemple. Si on va, par exemple, au niveau des accidents de travail, donc, on peut avoir, par exemple, le formulaire de déclaration d'accident de travail. J'ai eu un événement, il y avait de l'eau sur le plancher, j'ai glissé, je suis tombée, je me suis foulée la cheville. Là, j'y vais dans le light, là, on s'entend, je vais pas. Donc là, je vais remplir mes informations. Le statut de mon employé, c'est quoi la date et l'heure de l'événement? J'appartiens à quel service? C'est quoi mon rôle? Et après ça, je vais commencer à remplir les informations pour la déclaration de l'événement. Donc, est-ce que j'ai eu besoin des premiers soins ou j'ai été capable de poursuivre mon travail? Et je viens mettre l'événement accidentel, donc c'est où que ça s'est passé, qu'est-ce que je faisais, etc. Toutes les informations que vous avez besoin. Puis après ça, ben, je signe électroniquement mon formulaire, puis je vais pouvoir le soumettre. Sachez qu'en arrière de ça, on va le voir tantôt, mais après ça, il y a plusieurs étapes. Donc, on va pouvoir faire l'analyse de l'accident de travail, aller constater les lieux, faire des recommandations, etc. Et on a aussi une demande de formulaire d'enquête et analyse d'accident, donc qui est un autre niveau qu'on pourrait avoir après ça pour aller un peu plus loin dans nos accidents de travail. Et si on regarde, par exemple, la paye, mais ça peut être n'importe quoi. J'ai une question sur ma paye, je ne comprends pas ma paye, j'ai un problème sur ma paye. Fait que c'est aussi d'autres exemples. Si on revient un peu plus haut, si on prend, par exemple, les ressources matérielles, donc là, on a des visioconférences et salles de réunion. Puis, si j'ai mon service de ressources matérielles, bien, je pourrais, par exemple, tout planifier du transport et logistique, des demandes d'achat d'équipements. Ça peut être des problèmes aussi avec les contrôles de porte dans la bâtisse, les puces qui ne fonctionnent pas, etc. Donc, c'est d'autres exemples aussi qu'on a mis. Et au niveau des finances, on a les transferts de dépenses, donc être capable de dire, ah, il y a une dépense qui a été mise dans mon budget, mais pas dans le bon budget, donc je fais transférer les dépenses d'un budget à l'autre. Les rapports financiers, sachez aussi que les rapports financiers, vous pouvez l'encadrer pour que à chaque trimestre, par exemple, bien, ça crée une demande de rapport financier que vous pouvez envoyer après par ça vous crée un billet, tu sais, la personne, le gestionnaire n'est pas obligé nécessairement à chaque trimestre de dire, ah, ben j'aurais besoin de mon rapport financier. Si c'est quelque chose que vous envoyez de façon régulière, bien, on peut, avec un CI, dire, OK, bien, crée les billets par quel département ont besoin de recevoir leur rapport financier. Vous mettez le rapport financier, vous l'envoyez par courriel et comme ça, le gestionnaire n'a pas besoin de vous faire la demande à chaque fois. Donc, demande de paiement de facture, ça pourrait être aussi, là, tout dépendant de qui approuve les comptes de dépenses, ça pourrait aussi être des comptes de dépenses, on l'a. Souvent, par contre, les comptes de dépenses, vous avez d'autres outils qui l'utilisent. Et on a, par exemple, une demande de budget. Donc, dans ma demande de budget, moi, je vais faire une demande de budget spéciale. J'ai eu un dégât d'eau, par exemple, dans ma salle. Et là, je vais pouvoir venir mettre tous mes équipements que je vais avoir besoin de remplacer avec le coût unitaire. Naturellement, le coût unitaire, c'est parce que je l'ai mis dans ma CMDB. Et là, je dis, j'en ai besoin de 15 places. Puis, il va venir faire le total. Puis après ça, je pourrais mettre aussi bien, des tablettes, des téléphones, n'importe quoi, là, des imprimantes, etc. Là, ici, vous voyez, j'ai juste des informations informatiques, mais ça pourrait être aussi d'autres types d'équipements. Donc, il faut que je remplace mes bureaux, il faut que je remplace mes chaises, il faut que je remplace mon projecteur, il faut que je remplace mon écran. Vous pourriez mettre toute la liste des achats d'équipements que vous avez besoin. Puis ça va vous faire un total. Je vais vous le montrer après. Mon grand total, je vais même pouvoir l'utiliser dans mon flux aussi pour avoir des approximations
approbations différentes si nécessaire. Revenir ici. Et le dernier, donc, au niveau des relations de travail, il y a beaucoup de clients qui nous ont parlé de déposer un grief. On a des clients avec qui on est en train de travailler la libération syndicale aussi. Donc, moi, je veux déposer un grief. Je vais venir compléter, c'est un peu le même principe. Je vais sélectionner mon syndicat et mon syndicat va me mettre c'est qui le responsable. Donc là, naturellement, j'y vais à très haut niveau. Souvent, les responsables, ils sont plus par corps d'emploi, là. Mais vous pourriez avoir exactement le même principe, là. Moi, je suis du syndicat APTS, je suis travailleuse sociale, donc pour les travailleurs sociaux, ça s'en va à telle personne. Donc, et je viens chercher le responsable. Pourquoi que j'ai réussi à avoir mon responsable? C'est parce que mes syndicats font partie de ma CMDB. Donc, tantôt, quand je vous mentionnais que la CMDB avec les CI, on l'exploite aussi au niveau de l'administration, ben c'est un super bon exemple. C'est ça que j'ai présenté ici. Et je pourrais venir mettre, c'est quoi mon article de convention collective? Sachez aussi que dans la CMDB, vous pourriez avoir déjà vos grands sujets d'articles de vos conventions collectives qui pourraient même vous ramener un champ avec une partie du texte ou peu importe. Et la décision, ben, ce n'est pas moi qui va la prendre, par exemple, ça va être mon responsable, Julien, tantôt, quand il va traiter ma demande. Et si on regarde la demande de libération syndicale, c'est un peu le même principe. Donc, je mets ma date de libération. Est-ce que c'est pour une journée ou pour plusieurs jours? Je sélectionne mon syndicat, je mets si c'est sous quel article et je mets aussi c'est qui mon gestionnaire. Parce que naturellement, le gestionnaire, ben, il pourrait mentionner que ce n'est pas possible de le libérer parce qu'il tomberait en bris de service ou qu'il n'y a vraiment pas personne pour le remplacer. Et après ça, ça va faire son chemin. Donc, le gestionnaire va venir approuver ou pas la libération syndicale. La demande va se retrouver soit aux relations de travail, soit aux ressources humaines. Et vous allez pouvoir venir confirmer ça va dans quel code budgétaire, dans quelle enveloppe budgétaire la libération syndicale en question. Donc, ça fait le tour un peu de notre portail. Si je vais au niveau de l'application, donc, je vous ai mentionné beaucoup que c'était par rapport à des catalogues. Après ça, quand on met notre chapeau, qu'on a besoin de traiter ces fameuses demandes-là, comment que ça s'articule dans l'application, c'est le même principe. Donc, vous allez avoir chacun vos groupes. Vous voyez, moi, j'ai quand même tous les groupes qui sont ici. Mais vous voyez que je n'ai pas les groupes des ressources informatiques, je n'ai pas les TI du tout à ce niveau-là. Donc, chacun de vos groupes vous donne accès à des fils. Fait que si moi, je suis juste ressources humaines, ben, je vais avoir accès, par exemple, juste à la file ressources humaines. Je pourrais avoir plusieurs fils aussi par groupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les ressources humaines ne verront pas les billets TI, approvisionnement, ressources matérielles, etc., et vice-versa. Donc, chacun traite ses billets, chacun voit ses billets. Donc, il y a une sécurité qui se fait au niveau de l'accès à ces billets-là. Et si la personne, même si c'est l'employé, bien, l'employé, vous êtes tous des employés, vous allez au portail, vous soumettez une demande de grief, par exemple, ou une plainte contre votre gestionnaire. Vous allez pouvoir voir votre billet au portail en tant que client, mais même si vous êtes ressource dans le système, vous ne pourrez pas plus aller consulter votre billet, votre suivi dans l'application parce que vous n'avez pas accès à cette file-là. Donc, ça ne vous empêche pas de voir le suivi de votre billet en tant qu'employé, mais en tant que ressource, vous ne la verrez pas parce que c'est de la sécurité qu'on met reliée au groupe. Donc, chacun de vos départements vont avoir leur groupe. Ça peut être plusieurs groupes aussi. Et chaque groupe a ses fils associés. Puis, vous voyez ici dans le bas, on peut se faire des filtres aussi pour être capable de suivre différemment les billets.
J'ai une file ici qui est approbation en cours. Dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est que si je vais vous montrer ici ma plainte, mon grief tantôt, tant qu'elle n'est pas approuvée par le responsable du syndicat qui me confirme l'article, etc., puis qui vient faire sa justification, bien, la demande ne va pas dans votre file tout de suite. Elle va rester dans une file temporaire et lorsqu'il va venir traiter son billet, là, elle va s'en aller, par exemple, dans le fil des relations de travail ou des ressources humaines. Fait que comment ça fonctionne, en fait, dans mon exemple ici, ce que j'ai fait dans mon flux de travail, c'est qu'au départ, ma file, même si c'est une demande qui est associée aux ressources humaines dans mon exemple, je la mets en attente d'approbation. J'ai une tâche qui est ici, vous voyez, ce n'est pas une tâche d'approbation pour ceux qui connaissent bien ces deux. J'utilise une tâche normale. Pourquoi? Parce que dans ma tâche normale, je veux permettre à mon responsable, donc Julien tantôt, d'aller, lui, sur le portail et compléter les informations. Il n'y a pas besoin d'avoir un accès ressources. Donc, c'est une tâche qu'on met client, qu'on donne un accès client. Fait que ce que ça fait, c'est que lui, il va recevoir un courriel qui dit « Ah, tu as une tâche, tu as une demande de grief à aller confirmer. » Il va pouvoir se brancher au portail, il va avoir une tâche à compléter et là, il va venir confirmer, par exemple, mes informations, puis dire sa décision. Est-ce que la demande est acceptée ou elle est refusée? Puis il va venir mettre son explication à lui, pourquoi il pense que le grief est justifié. Puis il va pouvoir venir mettre les articles de convention collective. Je n'ai pas mis les champs obligatoires, c'est juste une question visuelle. Là, aussi, c'est plus facile. Mais vous pourriez dire, OK, bien, quand, par exemple, lui, dans sa tâche, il va venir mettre les informations, donc c'est obligatoire avant de pouvoir venir fermer sa tâche. Et lorsqu'il va venir fermer sa tâche, là, là, ça ne fait pas de sens parce que ce n'est pas moi le client, là, vous comprenez le principe, là. Ça serait Julien qui serait déjà assigné client en passant, là. Et là, ça va déclencher le flux et ça va s'en aller après ça dans la file RH. Fait que vous voyez ma demande qui était tantôt en attente d'approbation, elle est maintenant dans la file RH. Et là, les personnes responsables vont pouvoir venir consulter et traiter le billet en question. Et ce qu'on voit ici, c'est que naturellement, j'ai une condition qui dit, OK, bien, si la demande est acceptée, après ça, on va venir mettre à jour les informations dans la demande et on remet la demande au niveau du groupe RH. Sinon, bien là, on pourrait envoyer un courriel au client, puis il va avoir la raison du refus. Tu sais, il pourrait venir voir la justification de notre responsable du syndicat qui dit ben non, j'ai regardé, puis finalement, c'était vraiment à cette personne-là que la journée revenait. Donc, vous voyez ici dans mon approbation en cours, j'en ai plus parce qu'elle a été transférée ici dans mes ressources humaines. Donc, c'est le même principe aussi. J'ai une demande, par exemple, de déclaration d'événement d'accident, ce que je vous ai montré tantôt. Je viens mettre toutes mes informations et ce qu'on a mis, ce ne sera pas long, dans le flux de travail, bien, là, nous, on a juste une validation par le représentant de l'employeur. Donc, c'est le même principe que je vous ai mis tantôt, c'est que cette demande-là va être validée à un certain niveau pour voir si effectivement c'est bien un accident de travail, c'est bien considéré comme un accident de travail. Et là, vous allez pouvoir venir compléter les sections que vous avez besoin là, de compléter. Fait que, il va venir compléter ses informations, son enquête, et vous pourriez, tous ces jalons-là, en fait, là, on ne l'a pas mis ici, là, mais vous pourriez mettre
tous les jalons. Donc, la validation est faite par le représentant. Il fait est-ce que c'est recevable ou pas, même principe que l'on avait tantôt. Et là, vous pourriez avoir, OK, ben il va sur les lieux pour enquêter, il fait ses recommandations. Est-ce que ces recommandations, il fait un suivi sur ses recommandations. Est-ce que ces recommandations ont été appliquées pour éviter un deuxième accident de travail sur les mêmes raisons? Donc, si je reviens ici, au niveau des finances que je vous ai mentionné tantôt, j'ai ma demande de budget. Donc, ma demande de budget spéciale, on voit par exemple ici, j'ai un grand total de 25 730. Là, vous constatez tous que ce n'est pas la même demande que j'ai remplie tantôt. Mais dans notre flux de travail, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir une première approbation. Et si ma condition qui est ici, si mon budget dépasse le 25 000, bien à ce moment-là, je pourrais tomber à une deuxième approbation, un deuxième niveau d'approbation. Mon Dieu, il y a un bit de trop, excusez. Approbation. Et si elle est acceptée, bien là, on va pouvoir envoyer un courriel, parfait, votre demande est acceptée, votre budget, etc. Est-ce qu'on passe en appel d'offres? Je l'ai mis à 25 000, ça peut être 75, ça peut être 95, peu importe les règles. C'est un exemple. Donc, là, on pourrait aller en appel d'offres et après ça, on va faire l'achat d'équipement. Mes fournisseurs que j'ai ici, donc, mes fournisseurs sont aussi des CI. Donc, avec mes fournisseurs, si j'ai un bon de commande ouvert avec eux, je pourrais aller chercher les informations directement avec eux et faire la suite. Et quelque part ici aussi, ici, ça pourrait se transférer, par exemple, soit à l'équipe d'approvisionnement, soit à l'équipe de ressources matérielles, donc à l'équipe qui va venir s'occuper de faire l'achat. Donc, mon billet commence par la file finance et à un moment donné, selon ses niveaux, il va venir se transférer d'équipe, c'est ce que je vous mentionnais tantôt. Donc, il va changer d'équipe directement et l'autre équipe va prendre la relève, va faire ses choses. Et tout ce temps-là, bien, la personne qui a sa salle informatique qui est détruite va pouvoir faire le suivi, savoir à quel niveau elle est rendue sa demande. Est-ce que l'approbation 1 a été passée? Oui. Est-ce que ça prenait une approbation 2? Oui. Est-ce que l'approbation 2, elle a été acceptée? Donc, à chaque jalon important, vous pouvez envoyer des courriels à votre demandeur ou il peut avoir accès aussi à aller voir son billet directement sur le portail. Parfois, ce qu'on fait, c'est que naturellement, il n'y a pas accès à tout le flux sur le portail, mais des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un champ un champ de statut de suivi. Donc, quand c'est des demandes comme ça, qu'il y a plusieurs niveaux, puis qu'on veut permettre une visibilité à la personne demandeur de faire un suivi. Donc, on crée un champ suivi, puis on vient mettre une ligne à chaque moment où on vient de passer à une autre étape. Donc, ma première approbation est faite. Oui, parfait, l'approbation 1 est faite. Par qui, etc. Là, c'est rendu en attente de l'approbation 2. Donc, l'approbation 2, elle a été approuvée par qui, à quel moment? Et demande transférée à l'équipe d'approvisionnement, puis appel d'offres envoyé, etc. Fait que vous pouvez vous créer un champ et ce champ-là, vous le mettez visible sur le portail, puis comme ça, votre employé ou votre client demandeur va pouvoir faire un meilleur suivi de son billet. Il restait les plaintes. Donc, mes demandes de plainte qui sont ici, excusez, pas dans le bon. On a différents exemples de demandes de plainte. Donc, ça pourrait être une demande de plainte externe ou interne. Donc, moi, en tant que citoyen ou parent, je veux formuler une plainte. Ou en tant qu'employé, je veux formuler une plainte aussi. Donc, dans nos demandes de plainte aussi, c'est un peu le même principe que l'accident de travail, c'est qu'il va y avoir une analyse, il va y avoir une enquête qui va se faire et chaque niveau, bien, on va l'encadrer aussi avec, c'est quand même une grosse demande, là, la demande de plainte, mais on va l'encadrer, vous le voyez ici,
avec des tâches. Donc, on transfère la plainte à l'équipe qui est responsable d'analyser cette plainte-là. Ça dépend aussi si le type de plainte. Par la suite, lui va venir compléter des informations. Puis, on va suivre aussi on va suivre aussi les différentes étapes. Puis, à chaque étape, en fait, si on revient ici, bien, on remet à jour le billet. Donc, ma demande, comme vous voyez ici, elle est volumineuse, mais ce n'est pas tout ça que mon employé au portail va remplir. Lui, il va remplir c'est quoi sa plainte, il explique sa plainte, la mise en contexte, etc. Et après ça, on a des petites cases à cocher qui permettent aussi de savoir, OK, ben ça a été transmis, le traitement a été fait. Si c'est non recevable, ça a été transmis aussi, la priorité de la plainte, etc. Puis, tout ce qu'on vient mettre dans nos champs qui sont ici, là, qui sont en liste déroulante, bien, vous allez pouvoir sortir ces rapports-là aussi. Naturellement, des rapports sur un champ texte, oui, on peut sortir l'information du champ texte sur nos rapports. Par contre, je ne peux pas le comptabiliser. Donc, combien que j'ai de plaintes d'harcèlement? Bien, si c'est juste écrit harcèlement, etc., puis que je ne mets pas les différents types de plaintes, vous ne pourrez pas le comptabiliser correctement parce que harcèlement, il y a plusieurs façons de l'écrire, même s'il n'y en a qu'une seule, mais on sait que quand c'est du texte libre, c'est plus difficile parce que les gens vont écrire avec un H, pas de H, etc. Donc, c'est pour ça que souvent, ce genre de demande-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir l'encadrer directement avec des champs en liste déroulante pour être capable, après ça, de comptabiliser ou d'extraire ces informations-là plus facilement. L'autre avantage aussi, c'est que, par exemple, si des plaintes d'harcèlement sexuel, on veut que ça s'envoie à une équipe vraiment particulière, ben, je vais être capable de l'utiliser aussi. Donc, je vais être capable de diriger mes tâches, m'assurer, après ça, tu sais, on s'entend qu'il y a des plaintes d'harcèlement sexuel tombent dans un niveau de confidentialité très élevé. Donc, il y a ça aussi. Fait qu'on peut les transférer dans une file qu'il n'y a pas personne qui va voir, bien, à part ceux qui doivent les traiter. On peut diriger le billet, diriger les tâches d'analyse, etc. Mieux si on encadre nos grands sujets. Et ça, c'est vrai pour tout. Là, je vous l'explique dans les plaintes, là, mais c'est vrai pour tout type de demande. Quand on a besoin d'avoir de l'information, de sortir des fils, de sortir des rapports, etc., on encadre ces informations-là dans un champ de type liste déroulante comme on a là. Ça pourrait être des informations qu'on va mettre dans notre CMDB aussi. On évite le plus possible les champs de texte libre ou de mémo parce que, comme je vous disais, c'est beaucoup plus difficile à exploiter par la suite. Donc, ma plainte va faire son chemin. Naturellement, dans les types de plaintes, c'est important de tenir au courant la personne qui dépose sa plainte de façon régulière. Fait que, tu sais, ça peut être des courriels ou, comme je vous disais tantôt, un champ qu'on peut venir mettre le jalon. Mais c'est quand même assez important que la personne sache que sa plainte n'est pas tombée en deux chaises, que quelqu'un la prend en charge, etc. Là. Fait que c'est comme ça aussi qu'on pourrait l'organiser. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, c'est vraiment un survol là, des possibilités qu'on a. Il y a autant, nous, on dit tout le temps, les analystes, que la limite est souvent à l'imagination de ce qu'on veut mettre dans ces deux. Sachez qu'on est capable d'encadrer beaucoup de types de demandes. Puis, on est là pour vous accompagner aussi, mais vos processus
que vous mettez, ben, on le met dans les processus ou dans les workflows. Tout ce que vous avez besoin, on peut utiliser la CMDB. Le restant, c'est des champs personnalisés que vous configurez selon vos besoins, là. Fait que la première chose à faire, c'est de sortir vos besoins, de lister ce que vous avez besoin d'avoir, définir vos processus qui encadrent ces besoins-là, puis après ça, ben, vous pouvez les mettre dans ces deux, puis bien les séparer. L'enjeu des groupes ici est super important, surtout quand on tombe dans des demandes avec un niveau de confidentialité plus élevé. Parce que vos groupes, c'est votre sécurité. Donc, la sécurité dans ces deux passe à travers les groupes et on va définir les fils qui nous permettent justement de cloisonner un peu les demandes que ce n'est pas tout le monde qui voit. Mais aussi, il y a des champs à l'intérieur des demandes qu'on peut mettre accessibles qu'à certains groupes. Donc, le client va pouvoir les compléter, il va pouvoir continuer à avoir ses informations au niveau du portail, c'est ses informations à lui. Mais après ça, un coup que la demande est soumise, ben, c'est des champs qui sont encryptés et qu'on sécurise par certains groupes seulement pour aller voir le détail de ces champs-là. Donc, tout ça est à prendre en considération. S'assurer, tu sais, puis nous, ce qu'on dit tout le temps aussi, c'est si tu n'as pas besoin d'avoir l'information dans ces deux, puis que c'est une information sensible, puis que ça ne te sert absolument à rien, mets-les pas dans ces deux pour rien, là. Fait que, mais sachez qu'il y a quand même une bonne sécurité qui encadre tout ça. Fait que comme ça, on s'assure de respecter les règles de confidentialité. J'ai pas vu, Maude, je ne sais pas s'il y avait des questions. J'ai comme pas vu par toi. Oui, on en a quelques-unes. Je te laisse l'écran pour l'instant d'un coup que la question suscite quelque chose que tu veux montrer. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas arrêté le partage. Donc, on avait... Puis, tu as peut-être répondu en passant aussi, mais juste pour le bénéfice du groupe, dans le fond, je vais me permettre de les poser à voix haute. Donc, il y avait quelqu'un qui voulait valider que quelqu'un qui n'est pas une ressource peut bien avoir une tâche d'assigner. Exact, je vais vous le montrer rapidement, là. Mais j'ai vu que la réponse avait été donnée un peu plus bas. Mais dans le fond, c'est quand vous faites votre configuration sur votre tâche, dans les configurations avancées ici, vous pouvez inclure l'assignation au client. Donc, lorsque j'inclus l'assignation au client, j'ai aussi la possibilité de mettre un modèle de courriel que je vais lui envoyer. Donc, le modèle de courriel, ce n'est pas le même modèle de courriel d'assignation d'un billet qu'on envoie à nos ressources. Fait que ça va être vraiment un modèle de courriel qui dit, vous avez une tâche, vous pouvez mettre un hyperlien qui va l'amener directement sur le portail. Fait comme ça, il clique dessus, il arrive sur le portail et sachez que les tâches d'approbation, surtout, mais les tâches comme ça, ils ne font pas, ils vont le voir, mais il y a un onglet qui arrive déjà avec les tâches d'approbation qui sont à approuver. Et l'avantage, pourquoi moi, dans mon cas, que j'ai utilisé une tâche que je donne accès au client, c'est qu'une tâche d'approbation, je ne peux pas venir compléter des informations. Donc, à part la raison d'acceptation et de refus, mais si j'ai de l'information que je demande de plus à mon client, je vais utiliser une tâche normale en assignation client et naturellement, l'assignation client ici, il faut qu'on vienne le définir dans les actions. Donc, ta tâche par défaut est toujours au client approbateur de ton billet, mais là, c'est une autre section comme assigner ressources qui va apparaître dans votre tâche et il faut venir dire à qui je l'assigne. Parce que sinon, il ne sera pas à qui, puis ce n'est pas assigné au client demandeur. Donc, c'est deux champs qui sont différents, deux champs système qui sont différents. Client approbateur qui est votre client normal, demandeur, et assigné client. Fait qu'il faut venir préciser dans notre champ assigné client, c'est qui va recevoir la tâche. Deuxième question. José, je vois pourquoi je n'ai pas le même look que Martine. C'est parce que moi, j'ai le nouveau UI en passant. Là, on l'avait sorti, ça fait quand même un bon petit bout de temps. Là, donc, vous pouvez définir votre visuel, l'ancien ou le nouveau. Ça, c'est le nouveau.
dans la réponse que j'ai mis dans le chat, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent cette option-là est où, j'ai mis une petite capture d'écran de la section gestion. Ouais. Comme ça, vous allez voir exactement où vous pouvez aller le changer. C'est pas magique pour Martine, c'est vraiment disponible pour tout le monde. Donc, vous pouvez, si vous préférez une nouvelle UI, vous pouvez basculer dans l'autre. Juste Si pour vous avez les droits. terminer, c'est parce que, excuse-moi, juste par rapport à la demande de Luc par rapport à Oui. l'assignation client, pour être capable de l'utiliser, ça vous prend absolument des licences concurrentes. Parce que le moment où le client va sur le portail, prend son 2 minutes pour remplir sa tâche et ferme sa tâche, ce moment-là, on utilise une licence concurrente. Donc, si vous avez que des licences nommées, vous ne pourrez pas l'activer. Vous allez pouvoir probablement, je ne pense pas que l'option est cachée, mais ça ne fonctionnera pas. Vous avez besoin d'avoir au moins une licence concurrente dans votre environnement pour pouvoir utiliser les tâches en assignation client. Merci. Merci pour l'ajout. On avait eu une deuxième question aussi, puis ça fait pas mal le tour des questions dans le chat pour l'instant. Donc, la deuxième, c'est un petit peu pour valider les meilleures pratiques. Quand on passe un billet d'une équipe à l'autre, dans le fond, la meilleure pratique, c'est de faire passer le billet d'une équipe à l'autre plutôt que de fermer le billet initial puis d'en rouvrir un deuxième à l'équipe cible. C'est bien ça? Je vous dirais que toutes ces réponses sont bonnes. OK. Ça dépend de dépend la du situation. besoin. C'est sûr que je pourrais ouvrir automatiquement une demande dans l'autre équipe parce que rendu là, ça prend un autre workflow. C'est sûr que pour une continuité du service offert sur notre demande, on est mieux de conserver la même demande et la passer d'un département à l'autre, oui. Il y a certaines situations, par contre, puis je vais vous donner le meilleur exemple, les demandes d'arrivée, mouvement départ. La demande d'arrivée d'employé, par exemple, le propriétaire de cette demande-là va rester les ressources humaines et on va créer des tâches aux différents départements qui vont faire chacun leur bout. Et par la suite, la personne aux ressources humaines reste responsable de s'assurer que tout le monde fait sa job, puis que quand l'employé va arriver, il va arriver avec ses accès, ses équipements, etc. Donc, il demeure la demande parent qu'on appelle, elle va demeurer dans le département des ressources humaines. Il y a d'autres exemples qui s'appliquent super bien à ce concept-là et on va utiliser des tâches. Si, comme dans mon exemple, la job aux finances est faite, c'est maintenant rendu aux approvisionnements, transférer la demande aux approvisionnements, c'est que vous allez avoir une meilleure continuité pour savoir est-ce que ça a tout été fait plutôt que d'ouvrir un autre billet en référence. Donc, on est toujours mieux de conserver la même demande et de la faire voyager plutôt que d'en réouvrir. Ce que je comprends aussi avec ce que tu viens de dire, Martine, c'est que ça va dépendre du processus d'affaires en place pour déterminer est-ce que c'est une séquence ou est-ce que c'est comme à plusieurs fronts en même temps, là. Exact. Parfait. Super. Donc, juste avant de quitter, puisqu'on n'a pas d'autres questions, je voulais revenir un petit peu sur un ajout que M. Hamon a fait dans le chat. Quand on change le UI, ça s'applique à tous les utilisateurs de l'entreprise du tenant de C2. Exact. C'est ça. Ce n'est pas par utilisateur, c'est vraiment par configuration de votre C2 en entier. On supporte encore le mode sombre dans le nouveau. Pour ceux, juste, il nous reste que 3 minutes. Pour ceux qui l'avaient déjà mis en place puis qui avaient vu quelques affaires qui étaient à corriger, dans les dernières versions de la 4.17, entre autres, on a fait beaucoup, beaucoup de corrections par rapport au nouveau UI. Là, donc, il y avait des champs obligatoires qui n'étaient pas encadrés en rouge au complet. Il y avait des problèmes visuels, etc. Donc, il y a eu beaucoup de corrections qui ont été faites à ce niveau-là. Nous, on l'utilise depuis longtemps, là, mais il y a plusieurs corrections. Donc, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est dans votre environnement de dev que vous avez tous, essayez-le, mettez les nouveaux visuels, travaillez dedans, vous allez voir. C'est sûr que c'est de l'adaptation, on s'entend comme n'importe quel changement, mais après ça, on se trouve un peu, quand on retourne dans l'ancien, on est comme, ben voyons.
Fait qu'à un moment donné, on s'entend que le cerveau s'habitue aussi, mais essayez-le en dev avant de le mettre en prod, ça fait moins un changement, tu sais, parce que vous pourriez là, la question n'est pas sortie, mais vous pouvez décider de revenir à l'ancien aussi. Là. C'est pas un coup qu'on passe au niveau, on est pris avec le nouveau. Vous pouvez décider de revenir. C'est juste que d'avant de d'ébranler un peu toutes vos ressources, essayez-le en dev avant. Je vous invite même dans l'habilitation du changement pour aider, comme l'adaptation aux nouvelles UI, vous mettez-le en dev, puis ensuite, vous pourriez faire une démo à vos agents pour leur montrer un petit peu de quoi ça a l'air pour préparer le changement avant de le mettre sur la production. Je pense que ça fait le tour pour nous aujourd'hui. On a respecté notre engagement de temps. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bon appétit à tous et on se voit au prochain webinaire. Merci encore pour votre engagement. Merci tout le monde. Merci, Martine. Bye.